Bien, bonjour et bienvenue pour ce grand thème CIO Le monde informatique dédié à la cybersécurité. Alors, un thème précédent, on s'était intéressé à la géopolitique et à la cybersécurité des câbles sous-marins. Et là, maintenant, on part dans l'espace. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir en plateau Jean-Luc Trulmans, qui est directeur de l'European Space Security and Education Center à l'ESA. L'ESA qui est l'Agence spatiale européenne. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Alors, l'ESA, Agence spatiale européenne, ça parle peut-être pas à tout le monde, le nom dit quelque chose, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les missions, le rôle de l'ESA? Alors, comme son nom ne l'indique pas, l'Agence spatiale européenne n'est pas un body de l'Union européenne. Nous sommes une organisation intergouvernementale dont la composition d'ailleurs varie de manière significative. Si l'Union européenne connaît 27 États membres, l'ESA en connaît 22, au rang desquels on va d'ailleurs retrouver le Royaume-Uni. Vous voyez déjà la belle différence. Oui. On retrouve également la Suisse et la Norvège. Et à titre aussi de membres collaborants, nous avons le Canada, ce qui nous rapproche singulièrement de l'Amérique du Nord. D'accord. Donc, et les principaux contributeurs, en fait? Alors, les principaux contributeurs sont, je suppose que je ne vais pas vous étonner, la France, l'Allemagne, l'Italie, peut-être que là, vous allez être étonné. Ouais. L'Italie, la Grande-Bretagne et juste derrière, la Belgique et l'Espagne au coude à coude. Alors, on sent à votre accent, vous êtes belge, Jean-Luc. Je vais faire un effort. Oui, exactement. Alors, juste le rôle, la mission, on dit l'ESA, c'est quoi? C'est Ariane, c'est les satellites. Quel est le rôle, la première mission, les premières missions de l'ESA? Alors, un point essentiel, qui est un point qui tient énormément à cœur de l'Union européenne d'ailleurs, avec laquelle nous collaborons, c'est aussi un grand contributeur, c'est la garantie de cette autonomie d'accès à l'espace, que ce soit au travers des lanceurs, que ce soit au travers d'équipements comme des satellites de communication, des satellites d'observation de la Terre, notre participation au programme Galileo, qui est le programme de positionnement, de navigation et de timing de l'Union européenne. Donc vous voyez qu'il y a une étroite imbrication et que parler d'une seule activité serait une faute de ma part. C'est vraiment une multitude d'activités. Alors, juste avant de parler de cybersécurité, c'est pour ma gouverne personnelle. Est-ce qu'on parle de cosmonautes, d'astronautes, de spationautes? Quel est le terme exact, Jean-Luc? Écoute, nous sommes en France, donc on utilisera le terme de spationaute. Spationaute. Le cosmonaute, c'est le terme qui est utilisé en Russie, et l'autre est utilisé aux États-Unis. Très bien, merci en fait de m'avoir éclairé sur ce sujet. Alors vous avez un parcours tout à fait atypique. Je dirais le fil conducteur, c'est quand même la sécurité. Même la sécurité physique au départ, puisque vous avez été dans les forces de police. Vous étiez après petit à petit sur la sécurisation ou la sécurité de sites critiques, de sites stratégiques. Et peu à peu, vous êtes allé au gouvernement belge. Et maintenant, vous êtes à l'Agence spatiale européenne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce que vous faites aujourd'hui? Quelles sont les missions de ce centre de cybersécurité et education? Qu'est-ce qu'on met dans l'éducation? Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? Alors, oui, effectivement, le fil rouge de ma carrière, c'est la sécurité. J'ai passé 32 années de ma vie dans les forces de police belges, plus particulièrement à la police fédérale. Sur la fin de ma carrière, j'ai été chargé de la conception, de la mise en place de la protection des infrastructures critiques en Belgique, ce qui m'a amené à m'intéresser au secteur spatial. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, je suis aujourd'hui, j'ai la chance de l'être, le directeur du Centre de sécurité spatiale et d'éducation de l'agence. Alors, ce centre a, au travers de son acronyme qui est ESEC, cet acronyme trahit, je dirais, les deux jambes opérationnelles que sont les nôtres. La première, ce sont toutes les activités de sécurité dans un environnement sécurisé, fermé, non accessible au public. Hautement sécurisé. Hautement sécurisé est le mot, qui répond réellement aux challenges de sécurité que sont la contribution à la résilience de l'agence. Ça, c'est un point, mais aussi notre participation au programme européen Galileo, qui a des exigences propres en termes de sécurité. Le deuxième aspect et la deuxième jambe opérationnelle, et je serai complet en évoquant les autres par après, ce sont toutes les activités éducatives. Les activités éducatives de l'ESA qui sont ouvertes à une population d'élèves qui s'étend
depuis ce qu'on peut appeler l'enseignement primaire, donc des enfants. C'est de la formation, enfin de la sensibilisation et Alors, de la formation. Exactement. Pour les enfants, c'est de la sensibilisation, c'est de l'éveil aux sciences, c'est de la sensibilisation à l'intérêt des métiers dits STEM. Et ça se termine, puisque je parle de l'éventail complet, aux doctorants qui sont également appuyés par le service éducatif de l'agence. Pour vous donner une idée, ça fait 7000 participants par an. Et ces activités d'éducation, au même titre d'ailleurs que les activités de sécurité, sont appelées, c'est le vœu de l'agence, à être développées. Pour les activités d'éducation, on parle de doubler notre offre d'ici à la fin de l'année prochaine. Et pour les activités de sécurité, nous sommes en train de construire un centre de cybersécurité qui va répondre, et je suppose qu'on y reviendra tout à l'heure, aux normes les plus élevées, capable de répondre aux enjeux sécuritaires en matière spatiale. Et alors, pour être complet, nous sommes aussi un centre d'opération, on parle dans le jargon d'un Mission Operation Center. Nous opérons la flotte de petits satellites de l'agence. Nous hébergeons également le data center de la météo du Space Weather, ce que nous appelons le Space Weather, donc notamment les activités qui permettent de prédire les éruptions solaires. Nous sommes également des opérateurs pour compte de l'Union européenne au travers d'une station de télécommande et de télémétrie et d'une station IoT au bénéfice de Galileo, donc le programme de positionnement, de navigation et de timing de l'Union européenne. Alors, en effet, vous traitez beaucoup de sujets, vous pourriez intervenir sur plusieurs de nos grands thèmes. Si on revient sur l'image qu'on a sur des satellites, en fait, la presse se fait l'écho d'attaques de satellites, d'attaques DDoS, de hackers russes qui prennent la main sur des liaisons satellites. On est dans la réalité, dans le fantasme. Quelle est la menace cyber et sécurité, même physique, qui pèse sur les satellites en eux-mêmes ou sur les liaisons satellites? La menace est réelle. Ce n'est pas du tout une vue de l'esprit. Là où on pouvait parler d'une vue de l'esprit, c'était dans les romans de science-fiction et d'anticipation d'il y a une vingtaine d'années, où on n'imaginait pas qu'un individu ou même un acteur gouvernemental puisse attaquer une infrastructure spatiale. C'est de ça dont on parle. Ces infrastructures spatiales, elles gravitent autour de la Terre à des hauteurs variables. Quand on parle d'infrastructures qui sont placées sur des orbites basses, on parle d'orbites entre 300 et 600 km, mais ça peut aller jusqu'à des orbites qui sont à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Je pense à des orbites hautes de 38 000 km. Ça, c'est une première chose. Vous dire que c'est de l'anticipation, non, c'est la réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, l'attractivité en tant que telle d'une infrastructure spatiale grandit pour l'adversaire qui peut être polymorphe, ce n'est pas les criminologues qui vont me contredire ou les experts. Vous pouvez avoir plusieurs motivations. Des moyens, il faut quand même avoir des moyens, non Alors, là où il fallait avoir des moyens auxquels on n'osait pas penser ou qu'on n'osait pas imaginer, aujourd'hui, attention, je ne veux pas non plus minimiser, avec un minimum de connaissances techniques, avec des services de hacking qui sont fournis as a service, un hacker doué d'un certain niveau ou de certaines connaissances technologiques est tout à fait capable d'attaquer ou en tout cas d'engager une attaque en déni de service, une exfiltration de données, une interception de données. Toutes ces choses sont le quotidien contre lequel nous nous armons et nous luttons au quotidien. Alors, si on prend un petit peu la chaîne, je dirais, d'attaque, d'attaque de vulnérabilité possible, il y a le satellite en lui-même, niveau physique et logique, il y a la liaison par satellite, puis après, je ne sais pas, c'est les landing stations ou les stations de base, en fait, c'est un peu toute cette chaîne-là qu'il faut sécuriser. Oui. Alors, c'est tout à fait juste. Ceci m'amène à évoquer, je dirais, l'architecture spatiale, mais je vous ferai grâce de tous les aspects techniques. Mais pour comprendre un peu ce qu'il y a à une architecture spatiale est composée d'un véhicule, qui peut être un satellite, et c'est le segment spatial, et d'un segment sol, c'est les stations sol que vous imaginez tous, avec ces petites ou grandes antennes paraboliques. Le centre que je dirige est un centre qui est doté d'une quarantaine d'antennes. Les plus petites font environ 1,50 m, 2 mètres de diamètre. La plus grande fait 20 mètres de diamètre. Donc ça vous donne une idée de l'échelle. Je crois qu'on verra des photos s'afficher là sur la vidéo. Pour continuer sur cette description. Voilà. Exactement. Et l'attaque peut aussi bien être orientée vers un élément de ce segment sol, utiliser le segment sol et le lien qui est entre le satellite et le segment sol, qui est un lien de haute fréquence,
pour atteindre le véhicule spatial qu'est le satellite. C'est tout à fait, c'est le chemin classique de l'attaque. Évidemment, vous pourriez avoir une attaque qui se passe d'un satellite à un autre, utilisant, je dirais, des facultés qu'ont certains États de mobiliser, de bouger leur satellite et d'approcher une cible. Un satellite français de défense a fait l'objet d'ailleurs d'une approche qui a été qualifiée d'offensive oui. il y a quelques années. Donc, à nouveau, ce qui était de l'anticipation, ce qui était de la science-fiction il y a 10-20 ans, aujourd'hui, c'est la réalité. C'est une réalité. Plus après, tout l'aspect un peu de communication, on retourne peut-être dans du système d'information classique que vous gérez au sein de tout l'écosystème et du SI de l'ESA, en fait. C'est tout à fait correct. Pour être complet, cette infrastructure sol, qu'on appelle dans notre jargon le ground segment, est reliée à un système beaucoup plus classique, corporate, donc on parle à l'ESA du corporate IT, pour l'exploitation de ces données. Donc le flux venant du satellite, qui au bout du compte est une machine à produire de la donnée, redescend vers la Terre, est processé par différents équipements, et puis mis à disposition d'un utilisateur final. Vous voyez la chaîne classique qu'on peut retrouver dans l'industrie, où entre le site où on produit la donnée et l'utilisateur final, il y a autant d'entrées qu'il y a de vulnérabilités. Alors vous me dites chaîne classique, est-ce que ça se protège de façon aussi classique? Alors, on ne protège pas de façon aussi classique les équipements qui sont au sol. Ça se distingue d'ailleurs des équipements qui sont mis sur orbite. Vous imaginez bien que des manœuvres ou des exercices de sécurisation, d'update par exemple de logiciels, ne sont pas aussi simples. Ça, c'est une première chose. Alors vous appuyez, on parle du legacy en informatique, là vous avez à gérer un legacy, c'est-à-dire qu'il y a des satellites qui ont été lancés il y a plusieurs dizaines d'années, qui sont peut-être toujours en service aujourd'hui, et qui n'ont pas été conçus pour être protégés. La security by design n'existait pas à l'époque. Vous êtes confronté à cette problématique, et comment on met à jour des satellites qui sont en orbite? Votre exemple me fait sourire, vous l'avez remarqué, Oui. parce qu'il y a un cas d'école, et ce cas d'école est un cas que nous manageons à l'ESEC. C'est un satellite qui répond au doux nom de Proba 1, qui a été développé pour avoir une vie opérationnelle de 2 années, en 2000. Oui. On est en 2024, oui. Il tourne toujours, il est toujours là. Je vous lance un petit défi. En 2000, système d'exploitation. En 2000, on devait être à la frontière entre 95 et XP, qui est déjà sorti en 2001. Je pense aussi. D'accord, certainement donc un satellite sous Windows 95. Quoi. Donc on a là une sérieuse obsolescence à gérer. Oui. Maintenant, je dois quand même, je dirais, modérer mon propos. S'il est vrai que ce satellite a cet âge, s'il est vrai qu'à cette époque-là, évidemment que le security by design n'était pas envisagé, son degré d'attractivité pour un adversaire est très faible aussi. Il n'y a pas forcément des communications stratégiques qui passent par ces... Celui-là pas, non. Oui, Cet exemple-là est un exemple qu'on utilise volontiers pour illustrer ce problème de la gestion de l'obsolescence, qui n'est pas chose aisée. Je dirais que... Mais comment on gère l'obsolescence du coup? C'est comme gérer un environnement classique, il faut décommissionner? Oui. Oui. D'accord. Il n'y a pas de possibilité de faire, ou en tout cas vous devez acquérir cette partie du risque, et puis je pense personnellement que la gestion de l'obsolescence de pareilles machines passe par le décommissionnement. Et donc on remplace par Alors aujourd'hui, ça m'amène à parler de ce qu'on fait aujourd'hui. Oui. Effectivement, on remplace d'abord par du nouveau, ce qui est évident. Et aujourd'hui, à l'Agence spatiale européenne, on reviendra d'abord, je dirais, sur notre mode de fonctionnement, qui est imposé par les règles de sécurité de l'agence. Le Secure by Design fait partie du développement de tout projet ou de tout programme. Dès le début, ça passe par une certification qui est répétée avec différentes phases. Ça passe par une accréditation pour certains équipements. Tout dépend évidemment de la mission, mais le Secure by Design est une activité qui est, je devrais dire, transversale,
qui regarde tous les directoires de l'agence, et Dieu sait si on en a quelques-uns. On a la direction de l'observation de la Terre, on a un site qui est chargé de la recherche et du développement. Vous avez des représentants du bureau de sécurité ou des membres des équipes qui travaillent et rendent compte au bureau de sécurité. Secure by Design est un concept qui est implémenté à l'agence et qui est obligatoire. Depuis quelques années déjà, en fait, c'était... Alors, depuis quelques années, il y a vraiment eu un momentum en 2018-2019 sous l'impulsion du nouveau directeur du bureau de sécurité. Un nouveau corpus a été rédigé. C'est un corpus qui est composé à la fois de directives et d'un règlement. Le règlement étant la règle maîtresse, les directives percolent jusqu'au niveau des programmes. Et c'est en fait un règlement, des directives qui sont propres à l'ESA. C'est dans votre écosystème. Alors, exactement. Dans votre première question, je pointais sur le fait que l'Agence spatiale est une organisation intergouvernementale qui a son propre corpus de règles. Ceci dit, l'ESA n'est pas un écosystème sur une île et isolé de l'ensemble de ses États membres. La première étape a été la rédaction d'accords de sécurité entre l'agence et ses États membres. Ces États membres ont, cet accord de sécurité fait partie, au travers de lois d'assentiment, du corpus juridique de l'État membre, et le règlement de sécurité ainsi que les directives découlent de cette règle maîtresse. C'est-à-dire que par exemple, là, on a un sujet d'actualité qui est NIS 2, on peut avoir un NIS 2 donc, appliqué à l'ESA. Tout à fait. Avec des directives, directives particulières. Alors, si vous prenez NIS 2, d'ailleurs, NIS 2 considère, dans ce que NIS 2 qualifie d'essentiel, considère l'activité spatiale comme essentielle. Aussi bien activité spatiale menée par des États membres, par des organisations et l'entreprise. On est dans la continuité, là, en fait, sur le sujet. Là. Alors, vu le niveau d'exigence et de sécurité, vous étiez déjà un des... Comme on dit, ceinture et bretelle, quoi. C'est un peu le sujet. J'aime bien l'expression. Ouais, on le fait beaucoup dans tout ce qui est data center. Mais alors, juste pour revenir sur cette obsolescence, en fait, le but, c'est d'envoyer de nouveaux satellites et de récupérer les anciens, en fait, de les faire tomber. Parce qu'on va avoir très vite une pollution, je dirais, du système satellitaire. Là, si on renouvelle sans arrêt, plus des gens outre-Atlantique comme Elon Musk qui en lance énormément, on va très vite avoir un univers pollué. Alors, vous pointez un deuxième sujet qui est la gestion des débris. Qui dit obsolescence dit effectivement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on détruit? C'est la force bête et brutale. Évidemment que non, puisqu'en détruisant, par force bête et brutale, il y a des équipements qui permettent de le faire. Aujourd'hui, vous dispersez le satellite en milliers de débris et de fragments, exactement. C'est évidemment pas la bonne solution. Aujourd'hui, c'est plus qu'une tendance. D'ailleurs, l'Agence spatiale européenne a été le moteur de la charte zéro débris. Autrement dit, pour être trivial, celui qui lance gère le retour et le traitement des débris. En partant du principe que le traitement des débris suppose qu'on ne laisse rien du tout en haut. Donc la poubelle, c'est chez nous. Alors oui, ça peut se faire par le retour, le désorbitage et le retour du satellite sur la Terre, qui se détruit au moment où il rentre dans l'atmosphère. La littérature ne renseigne pas d'incidents ou d'incidents graves en tout cas. C'est une des méthodes, c'est même la méthode qui est préconisée. L'agence, ceci dit, travaille sur des projets de satellites capables d'aller, et là on rentre de nouveau dans la science-fiction, si ce n'est que c'est notre quotidien, où au moyen d'un filet, on capture le satellite et on le ramène. Comme un drone. Par exemple. Oui. On peut aussi imaginer des remplacements d'équipements. Un panneau solaire qui a été percuté par un débris, qui est devenu inopérant, pourrait, dans la vision de certains experts, être remplacé. D'accord. En fait, alors ça c'est fait au niveau européen, c'est peut-être pas fait ailleurs. C'est les exigences, je dirais, européennes et des États membres. Est-ce que c'est une règle mondiale? Alors, c'est pas encore une règle mondiale, c'est une tendance. C'est une tendance. Et cette préoccupation, c'est une préoccupation que vous rencontrez au niveau de l'ONU et que vous rencontrez même au niveau des États-Unis. Je vais peut-être vous étonner, je dirais au rayon de mes petites occupations, parce que j'en ai à côté de mon métier. Oui. J'ai retrouvé la semaine dernière
dans un vieux numéro du périodique Pilote, Ah, que vous avez peut-être connu, excellent périodique français. trop jeune, trop jeune. Ça parle aux anciens, mais ça parle à certaines personnes Un encore. article de 1967 Mhm. dans lequel était déjà pointée cette question de la gestion des débris et la volonté qu'avait la NASA de collecter des données pour les identifier et les gérer. Mhm. Si on revient au sujet un peu de cybersécurité, voire même de souveraineté, comment assurez-vous cette souveraineté au sein de l'ESA, au sein je dirais des États membres? En fait, que ça soit en cybersécurisé, c'est un empilage, un millefeuille en fait, logiciel. Si on parle des prestataires, comment vous assurez cette souveraineté dans tout ce que vous faites? Je pensais, tout à l'heure, avant l'entretien, on parlait de tout ce qui peut être pen test, par exemple, comment on va tester un peu non seulement les systèmes d'information, mais aussi les infrastructures critiques. On peut avoir du pen test aussi bien logique que physique. Comment vous assurez cette souveraineté au niveau de l'ESA? Alors l'ESA a, et je souhaite commencer par ça, a vraiment une particularité dans la gouvernance et dans ses activités d'acquisition, les activités de procurement. On fonctionne prioritairement, mais pas prioritairement, exclusivement au bénéfice de nos États membres. Nos États membres, on les a cités, je dirais, dans mon introduction, et au travers d'une règle parfois décriée, on assure ce qu'on appelle le juste retour. Autrement dit, un État membre contribue ou décide de contribuer à une activité, il est quasi certain de récupérer le montant de sa mise, moins une quantité, en retour contractuel. Ce qui permet donc quelque part de favoriser l'éclosion et le développement d'une industrie nationale. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, sur certaines activités, qui sont des activités par exemple classifiées, nos activités de procurement permettent de déroger à certaines règles et de nous enfermer dans une réalité classifiée et avec un accès excessivement limité à la fois à l'information, mais aussi à la production des équipements. Donc, ces outils-là nous permettent d'apporter une certaine garantie. Alors si on revient sur la cybersécurité spatiale, le choix que nous avons fait, et à nouveau, c'est réellement le bureau de sécurité qui a été à la manœuvre, le choix qui a été fait a aussi été fait de viser l'originalité, autrement dit, de développer une cybersécurité spatiale et de ne pas nous contenter d'aller chercher des briques technologiques qui étaient proposées exactement sur l'étagère et de vraiment demander à l'industrie de développer des solutions idoines, des solutions clairement innovantes dans ce domaine-là. Et ça permet aussi à la fois de stimuler, ça c'est une chose, et deux, ça nous permet de garantir aussi cette souveraineté. Et enfin, pour terminer, le fameux règlement de sécurité auquel je faisais allusion vise vraiment à protéger, je dirais, les informations classifiées, les équipements classifiés, et ne sont accessibles qu'aux États qui ont signé cette fameuse convention de sécurité que j'ai évoquée il y a quelques minutes avec vous. Vous positionnez un peu comme assembleur, non? En fait, vous assemblez des briques existantes, mais vous gardez un peu cette maîtrise de ces briques technologiques et de leur ensemble. C'est un peu le... Je pense que c'est plus que ça quand même. D'accord. Je pense que c'est même beaucoup plus que ça. Mais ceci m'amène aussi à vous dire que l'agence spatiale n'est pas un acteur industriel. L'agence spatiale est, dans notre jargon, on parle d'un enabler. Donc on va identifier une activité, on va proposer cette activité à l'industrie, c'est l'industrie qui va la développer. Et l'agence va, elle, produire des requirements, des cahiers d'exigence, et on attend de l'industrie qu'elle y réponde. Donc c'est plus que ce que vous disiez. Et là, sur l'évolution un petit peu ces dernières années de votre gouvernance, qu'est-ce que vous mettez en place? Quels sont un peu quels sont vos objectifs en termes de gouvernance et d'organisation? Alors, si je remonte quelques années en arrière, on ne va pas faire toute l'histoire de l'agence, la première étape a été réellement cette prise de conscience des besoins de sécurité, de construire une posture de sécurité au sein de l'agence, de l'imposer, parce qu'il n'y a pas eu de choix, de l'imposer à l'ensemble du personnel. Aujourd'hui, on peut dire qu'on y arrive. La deuxième étape a été de produire ce corpus que je vais qualifier de sécuritaire. C'est fait, une idée de calendrier. Le règlement de sécurité a été produit en 2019.
est imposée à partir de 2020. Donc vous voyez que c'est assez récent. Mhm. Troisième étape a été le développement d'une infrastructure qui permet d'assurer cette résilience de l'agence. Alors là, j'ai eu la chance, dans les différentes positions que j'ai occupées, je dirais de participer au travers de mes tâches à tout le processus. 2019 a été un moment clé en termes de gouvernance, puisque les États membres, certains États membres, se sont engagés à financer la construction de cette infrastructure de sécurité. Aujourd'hui, et quand je dis aujourd'hui, c'est vraiment notre actualité, à partir du 1er novembre, nous démarrons nos opérations. D'accord. Donc 1er novembre, c'est dans 2 semaines. Nous démarrons nos opérations. On a déjà travaillé à l'occasion de la ministérielle précédente, celle de novembre 2022, qui s'est tenue à Paris, à l'étape suivante, qui est la deuxième étape. Et on prépare la ministérielle de 2025, qui aura lieu l'année prochaine, avec chaque fois des milestones qui nous permettent vraiment de construire et d'adapter notre posture de sécurité aux enjeux du moment. Alors, on va me dire lesquels. Un exemple qui me vient directement à l'esprit, c'est l'aspect quantique. Un État membre nous a demandé de les appuyer dans le support qu'on pouvait donner à l'upgrade d'une infrastructure sol, qui est un réseau de fibre optique, afin de permettre la gestion et le support de cette technologie. En l'occurrence, c'est la Belgique. La Hollande a la même activité, l'Allemagne a la même activité, au travers d'une initiative de l'Union européenne qui s'appelle EuroQCI. Ça, c'est un réseau sol de fibre optique. L'étape suivante, qui va commencer l'année prochaine, c'est l'interconnexion de ces réseaux nationaux. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est la distribution de clés quantiques. Sur la distribution de clés quantiques, on a certains acteurs qui ont développé des véhicules spatiaux, un satellite, et là où on a vraiment un shift en termes de technologie, là où les données sont transmises à la station sol par de la haute fréquence, on va le faire de manière optique au travers d'un rayon laser qui est embarqué, et en lieu et place d'une antenne classique, la parabole comme on les a montrées, vous allez avoir un télescope. L'ESA est fortement investi au travers du programme ARTES dans la recherche et le développement de cette technologie qui aujourd'hui est assez balbutiement. Nous sommes en train de penser à un démonstrateur. Et donc ça, ce sont, je dirais, nos projections à demain. Alors c'est vrai que de toute façon, ce que vous dites se heurte aussi à l'actualité, puisqu'on a eu des chercheurs là, qui ont réussi, grâce au quantique, à casser des clés de sécurité. Je dirais que c'est les deux aspects, c'est le quantique pour la sécurité et le quantique pour les cyberattaques, comme peut être l'IA aujourd'hui. Et l'IA, pour revenir un peu sur des sujets d'actualité, vous utilisez de l'IA, vous travaillez sur l'IA aussi Alors, sur l'IA, oui, dans plusieurs programmes, l'IA est considérée. L'IA est considérée à différents titres. Un exemple qui me vient directement à l'esprit, c'est sur l'optimalisation de cette capacité que vous avez à bord d'un satellite. Un satellite, c'est un véhicule qui, un peu comme un avion, a une payload, donc une charge utile. Cette charge utile, c'est la mission que le satellite rend. Le temps de connexion du satellite à la station sol est limité à différents facteurs, la hauteur à laquelle il se trouve. L'idée est d'optimaliser ce temps en permettant au satellite, ou en demandant au satellite, de manière autonome, au travers de l'IA par exemple, de gérer les données qu'il a déjà capturées. Et donc, d'augmenter l'efficacité et l'efficience du temps de connexion et d'envoyer un produit fini ou quasi fini, directement exploitable et qui pourrait être transmis rapidement ou plus rapidement à son utilisateur final. On optimise, on accélère, en fait, on devient plus efficace, efficient, je dirais. On a parlé, alors je reviens, j'aime bien cette notion de ceinture et de bretelles, mais de sécurité, on a parlé de quantique pour la sécurité, il reste l'humain. La menace de type insider, et voire même de la supply chain, de votre écosystème jusqu'au plus petit des fournisseurs, voire même de l'employé chez lui. Qu'est-ce que vous mettez en place justement pour éviter cette menace insider qui peut démarrer très 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 en amont, voire même dans les stratégies de recrutement, quoi. Alors l'Agence spatiale européenne n'existe que par l'action de ses États membres. Ça, c'est la première chose. Donc, au travers de ces accords de sécurité, au travers des différentes règles que j'ai évoquées depuis une demi-heure, nous avons une très étroite collaboration avec les autorités nationales de sécurité de nos États membres. Autrement dit, vous êtes un citoyen français,
vous avez décidé de réorienter votre carrière et vous avez la chance d'être sélectionné pour travailler à l'ESEC. Eh bien, le bureau de sécurité de l'agence spatiale va, sur base de votre identité, solliciter l'autorité nationale française de rendre un avis de sécurité, qui se traduit par un Personal Security Clearance, du niveau de l'information que vous serez amené à traiter ou des équipements sur lesquels vous serez amené à travailler. Et c'est l'autorité nationale de sécurité qui va délivrer, en français on parle d'une habilitation de sécurité, et assurer également le suivi. Pardon, parce que ces habilitations, évidemment, elles sont délivrées à un moment donné, oui, et doivent pouvoir être mises à jour. Alors Jean-Luc, pour terminer un petit peu sur l'actualité de l'ESA, vous avez une mission là, qui a eu lieu qui est ERA, une mission à venir qui est PROBA. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu d'ERA et PROBA en conclusion de cet échange? Alors la mission ERA, elle me tient particulièrement à cœur. C'est une mission sœur à la mission DART de la NASA. Donc vous voyez déjà, la collaboration NASA-ESA est un fait. Hein. La mission DART visait à percuter un satellite d'une météorite afin de l'éloigner. L'idée étant, si vous vous souvenez d'Armageddon, oui. d'envisager la manière dont on pouvait dévier une météorite approchant dangereusement notre planète. La mission américaine a été lancée il y a 2 ans. La mission européenne vise, quant à elle, à observer les effets de la mission américaine, et d'observer les effets de cet impactage cinétique, autrement dit, cogner. L'impactage cinétique, c'est cogner brutalement. Et, on est dans le réel, on n'est pas dans la science-fiction. On est dans le réel, mais vous voyez qu'on est quand même très proche. Hein. Oui. Et le satellite ERA va approcher sa cible, et il y a une vingtaine de kilomètres, va larguer 2 petits CubeSats qui ont des missions spécifiques. Leur payload va leur permettre notamment de se poser, d'analyser les gaz, de faire des prélèvements au niveau du terrain même de sa cible. Et PROBA, c'est très original. Et PROBA, PROBA, c'est PROBA 3. L'exemple que je vous avais donné d'un satellite obsolète, c'est PROBA 1. Donc c'est la 3e génération. C'était celui des années 2000, d'accord. Exactement. Là, on est PROBA 3. Et PROBA va observer le Soleil et va aussi, à l'aide d'un autre satellite, qui se placera à un certain endroit, faire un masque et permettre de créer des éclipses artificielles du Soleil et de voir quel usage et quels enseignements on peut en tirer. Alors là, vous allez faire parler les complotistes, Jean-Luc. ERA, oui. ERA a été lancé la semaine dernière, lundi, et PROBA 3 sera lancé le 29 novembre. Très bien, ben merci. Bon, on se donne rendez-vous pour PROBA 3 fin novembre, à la fin de ce grand théma CIO Monde Informatique. Merci à vous, Jean-Luc. Avec plaisir. Et nous, on se donne rendez-vous pour un prochain grand théma CIO Monde Informatique dédié à la cybersécurité et pourquoi pas de nouveau à vos missions spatiales. Merci à vous.